Sarah Legrain, vous êtes membre de la France Insoumise et secrétaire nationale du parti de gauche. Vous êtes derrière les cheminots dans ce combat ? Ah oui, bien sûr, un soutien total à tous les cheminots, les cheminotes qui se mettront en grève dès mardi et probablement pour un bon bout de temps et jusqu'à la victoire, nous l'espérons. Donc nous sommes derrière eux. C'est quoi la victoire pour vous ? Alors la victoire, ce serait de faire céder le gouvernement et faire céder Emmanuel Macron là-dessus, mais aussi sur tout ce qui, en ce moment, appelle à la mobilisation des travailleurs, puisque vous voyez que la lutte de la SNCF engage derrière elle beaucoup d'autres thématiques et peut être vue comme la pointe avancée d'un mouvement social peut-être beaucoup plus large dans les mois qui... Vous voulez en faire un symbole de la lutte contre la politique du gouvernement ? Oui, parce que c'est ce que subissent actuellement les cheminots. L'attaque que subit la SNCF est tout à fait emblématique de la ligne du gouvernement, une ligne libérale de privatisation des services publics. C'est la même ligne libérale qui s'applique quand il s'agit de s'en prendre à la fonction publique, mais aussi aux petites retraites, mais aussi à l'université. Et vous avez actuellement beaucoup de secteurs qui sont en train de craquer. Et je pense que les cheminots peuvent servir de fer de lance pour une mobilisation plus vaste que nous appelons de nos vœux. Dans les communiqués, dans les écrits, les déclarations de la France Insoumise, on lit, le gouvernement veut la casse de la SNCF, il y aura des conséquences dramatiques pour les usagers, pour l'aménagement du territoire. Dire ça, Pascal Perry, est-ce que c'est agiter le chiffon rouge ou il y a de réels risques de conséquences dramatique? La casse de la SNCF, c'est le maintien du statu quo actuel. C'est une entreprise qui traîne un stock de dettes. Il faudra d'ailleurs solder véritablement. Ce serait ne rien faire qui serait cassé. Je crois sincèrement, oui, que ne rien faire, c'est effectivement prendre un risque. Alors, le gouvernement va appliquer avant le 25 décembre les directives qui ont été votées par le précédent gouvernement. Les directives européennes, va les transposer en droit français. La concurrence est à ce stade irréversible. Et donc, il faut l'organiser. Oui, l'entreprise est en danger parce qu'elle a en effet un stock de dettes important. Je crois que l'actionnaire doit prendre ses responsabilités. En substance, l'actionnaire, c'est l'État. Il faut faire en France ce que les Allemands ont fait en 1994, c'est-à-dire désendetter l'entreprise pour lui permettre de réinvestir dans de la croissance. Elle va le faire, donc elle doit affronter la concurrence, la SNCF, dans des conditions qui doivent être optimisées. Aujourd'hui, moi je défends plutôt l'idée que ce sont les compétences qui préservent, qui maintiennent l'emploi, que les statuts, on voit bien que les statuts ne protègent de rien en réalité. Je pense que la SNCF a vraiment des arguments pour entrer dans la concurrence. Alors il n'y a pas de privatisation, j'entends parler de privatisation, il n'y a aucun risque de privatisation, parce que d'abord, il y a une raison simple que tous les économistes comprendront, on ne privatise pas des dettes. Il n'y a pas de candidat, si vous voulez, pour la privatisation des dettes. Et le statut du réseau ferré, c'est-à-dire le ballast, si vous voulez, le réseau en tant que tel, le réseau physique, lui, n'est pas menacé en réalité. C'est lui qu'il faut désendetter. La concurrence, elle va arriver sur les activités de mobilité. Et dans les pays voisins, Italie, Suède et Allemagne, on a vu que la concurrence a apporté plus de bien-être aux salariés eux-mêmes, augmenter les compétences, souvent, elle a rendu service aux usagers qui sont en réalité des clients, puisque quand on paye, on est un client et pas un usager, et qu'elle a élargi le marché du ferroviaire. Donc je crois qu'il faut regarder la concurrence non pas comme une menace, mais peut-être comme une chance pour la SNCF. Voilà le point de vue d'un économiste. Vous en dites quoi, Sarah Legrain? Alors moi, je suis en désaccord d'abord avec cette idée sur laquelle on n'irait pas vers la privatisation, puisque c'est ce qu'on nous a dit. C'est exactement les mêmes choses qui ont été employées pour parler de l'énergie, de Gaz de France, et quelque part, c'est une logique qui est à l'œuvre dans l'ensemble de l'Union européenne. C'est que cette mise en concurrence, c'est une casse des services publics. Et quand vous dites justement que c'est des clients et non des usagers, c'est une vision du monde que de considérer que le train maintenant va être la propriété une propriété d'intérêt privé, va avoir des clients et non plus des usagers. Alors nous défendons l'idée de service public. L'idée de service public, c'est celle qui permet aussi d'assurer l'égalité sur les territoires. C'est celle qui permet de s'affronter à un enjeu majeur du XXIe siècle, qui est celui de la lutte contre le dérèglement climatique et contre les gaz à effet de serre. Et on sait que là-dessus, le rail a un rôle majeur à jouer. Or, tout ce qui a été mené ces dernières années, c'est pas le statut des cheminots qui a mené à l'endettement dans lequel nous sommes. C'est des politiques d'investissement dirigées vers des grandes lignes, des lignes à grande vitesse plutôt
que vers des lignes jugées petites lignes qui se sont dégradées. Voilà. Et ces choix ont été faits par... je constate que ces choix ont été faits par des gens qui ne sont en aucun cas ciblés. Hein. On cible le statut des cheminots, leur salaire, leur statut qui coûte très cher à la SNCF, qui serait l'origine de la dette. En revanche, on ne cible pas ceux qui ont été très grassement payés pour mener la SNCF là où elle est. Et les salariés, les travailleurs de la SNCF ont des choses à dire, ont des choses à proposer. Ils proposent de développer le fret ferroviaire qui justement a été de façon totalement aberrante du point de vue écologique, totalement mis de côté ces dernières années. Il a échoué parce que la SNCF ne répondait pas au service des entreprises ou à des coûts de production ou à des conditions d'utilisation qui n'étaient pas conformes aux attentes des consommateurs. Vous parliez d'autres exemples européens. En Grande-Bretagne, vous avez, je crois, 76% de la population qui aimerait revenir sur la privatisation du rail. J'ai parlé de tout sauf de la Grande-Bretagne. Mais précisément, oui, mais le contre-exemple, mais vous êtes en train, c'est la même logique qui est à l'œuvre, qui est la logique de mise en concurrence des services publics. Nous sommes opposés à ces directives européennes, nous continuons de nous y opposer, nous pensons que les services publics doivent être tenus à l'écart de l'idée de la concurrence parce que c'est une idéologie que de penser que le prix des billets de train baisse quand il y a une mise en concurrence, que le service s'améliore quand il y a une mise en concurrence. Non, c'est idéologique. Ce sont des politiques qui sont appliquées sans succès en Europe, qui n'ont pas été appliquées avec succès en Grande-Bretagne. Si je peux simplement en placer une, mais c'est le cas, pardon, en Italie, excusez-moi, il y a une règle simple de l'économie à laquelle vous ne pouvez rien, pas plus que moi, qui est celle de l'élasticité de la demande au prix. Quand on baisse le prix, le marché s'élargit. C'est exactement ce qui s'est passé en Italie, ce qui s'est passé en Suède, ce qui s'est passé en Allemagne. En réalité, le marché du ferroviaire s'est élargi et je suis avec vous pour dire, je vais jusqu'au bout, pour dire que le train, en effet, est un moyen de transport écologique. Bon, ça c'est ma première remarque. La deuxième, quand on est dans une situation de concurrence intermodale, prenez l'exemple d'un TGV entre Paris et Marseille. Il y a aussi le covoiturage, l'autobus, l'avion. On est dans une situation concurrentielle et là, on a affaire à des clients. Sur l'Île-de-France, où il y a une situation de monopole naturel, et je crois incontestable de mon point de vue, en effet, on parle à des usagers. Pourquoi d'ailleurs est-ce qu'ils sont usagers ? Parce qu'en général, les voyageurs ne payent que 25% du coût de production, c'est le contribuable qui paye le reste. Donc, et c'est là d'ailleurs que circule l'essentiel des trains. Vous avez raison pour dire qu'il faut trouver un modèle dans lequel il peut y avoir une protection des intérêts des usagers, quand il s'agit d'usagers, quand il s'agit du travail du trajet du quotidien entre le travail et le domicile par exemple. Sur le reste, on a affaire à des clients, madame. Comment vous garantissez que les intérêts privés fassent ça ? Moi, ce que je ne comprends pas, c'est la logique qui ils l'ont fait en Italie, en Allemagne. Mais qui consiste à penser qu'en permettant plus de profit pour le privé, vous garantissez l'accès égal sur l'ensemble du territoire français à des lignes que l'on appelle avec beaucoup de mépris des petites lignes, alors qu'en fait, ce sont des lignes qui permettent à des villes entières de vivre, qui permettent à des gens d'aller au travail, qui permettent à des gens de se déplacer sans avoir à utiliser justement une voiture. Et qu'est-ce qui vous garantit ? Quelle est cette logique qui consiste à se dépecer l'état de ces moyens d'action, de ces services publics, que ce soit dans le secteur de l'énergie, dans le secteur des transports, dans un certain nombre de secteurs qui sont au contraire stratégiques. Quelle est la logique de demander au privé d'assurer ce service public, Sarah ce droit à l'accès ? Vous parlez des Français, je voudrais qu'on regarde ce sujet sur les Français justement et leur rapport à cette mobilisation des cheminots. C'est un sujet qui est signé Loïc Besson. De nombreux trains qui s'apprêtent à rester à quai en raison du mouvement social. Une grève injustifiée pour la majorité des Français, selon un sondage IFOP pour le JDD. Le problème, c'est qui est-ce qui ça va embêter? C'est les usagers. Il faut qu'ils fassent des négociations entre les responsables de la SNCF et le gouvernement. Mais les syndicats espèrent finir par remporter la bataille de l'opinion. Les Français sont d'ailleurs de plus en plus nombreux à soutenir le mouvement. On est un peu partagé parce qu'à quelques jours près, nous, on aurait eu notre voyage qui aurait été annulé, ou presque, parce qu'on aurait été obligé de prendre la voiture. Mais on comprend un peu la situation des agents. Si vous voulez, je préférerais moi une grève d'une journée, mais là, ça va durer et ça perturbe les travailleurs. Selon cette étude, un peu plus de la moitié des Français souhaitent que le gouvernement aille jusqu'au bout de la réforme telle qu'elle a été annoncée. Après, c'est une courte majorité, on est à 47% contre 53%. Ça montre bien qu'il y a un partage dans la société et des interrogations quant à la finalité de cette réforme. Les 3/4 des personnes interrogées, en tout cas, sont persuadées que le gouvernement ira jusqu'au bout. Je peux comprendre qu'on défend son statut quand on est certain que vous
on va obtenir gain de cause. J'ai pas l'impression qu'ils vont avoir des gains de cause, moi. D'autant que la grève s'annonce longue et intense. 2 jours de grève tous les 3 jours avec des perturbations prévues à chaque fois dès la veille et jusqu'au lendemain matin. La SNCF recommande aux usagers d'éviter de voyager à ces périodes. En quelques mots, Pascal Perry, elle aura quel poids la bataille de l'opinion dans ce conflit-là? Je crois qu'elle est importante, la bataille de l'opinion. On vit dans une démocratie d'opinion. Et en effet, dans un premier temps, il me semble que les Français seront plutôt favorables à la réforme, pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Pourquoi? Parce qu'ils ont le sentiment que l'entreprise ne rend pas toujours le service qui est attendu, notamment dans le transport de proximité. Si la grève devait durer plus longtemps, je pense que l'opinion pourrait s'infléchir, ou en tout cas changer d'avis, se retourner. Vous savez, on a toujours des déclarations de principe pour commencer, quand on rentre dans un conflit, et puis à la fin, quand on s'aperçoit qu'en réalité ça bouleverse la vie quotidienne, vous mettez à la place de gens qui ont des revenus modestes, ne pas aller travailler, poser des jours de RTT, pour les entrepreneurs interrompre l'activité, peut-être mettre des collaborateurs au chômage technique, c'est toujours un impact qui est extrêmement douloureux. Ça permet de mesurer au passage à quel point le transport est un peu l'oxygène de l'économie, c'est le système nerveux de l'économie. C'est-à-dire, on voit bien qu'il y a un véritable enjeu autour de ce débat, mais une fois encore, il y a des services publics qui ont été ouverts. Regardez EDF. EDF n'a pas été privatisé, c'est toujours une entreprise 100% publique. Gaz de France aussi. Regardez Naval Group qui fabriquait des frégates pour la défense nationale. Il n'y a pas plus stratégique. Et les autoroutes. Mais les autoroutes, c'est le mauvais exemple qu'il ne faut pas suivre. Et personne, tout le monde... Je fais partie des pragmatiques, madame. Affirme que la privatisation des autoroutes était une erreur. Quand ça marche, je le dis. Quand ça marche pas, je le dis aussi. Mais c'est une logique globale qui est à l'œuvre. Là, la logique de préservation des intérêts des usagers sur le transport de proximité, enfin, c'est 3,5 millions de personnes transportées chaque jour. Le TGV, c'est 300 000 voyageurs. On voit bien que sur la proximité, le chantier d'Île-de-France a été repoussé à 2035. Il n'y a pas le feu au lac, si vous voulez. Il n'y a pas de menace immédiate qui pèse sur le transport de proximité. On ne peut pas faire croire ça aux gens. Moi, je pense que les Français, au contraire, sont en train de comprendre que ce qui se dessine derrière, que le gouvernement fait des promesses qui n'engagent que lui, et que ce qui se dessine derrière, c'est effectivement après, pour des logiques de rentabilité, la mise en cause du service public. Vous espérez faire plier le gouvernement, vous nous l'avez dit tout à l'heure, sur cette réforme de la SNCF, sur la loi travail déjà, notamment la France Insoumise, espérait faire plier le gouvernement, et ça n'a pas pris. Pourquoi là, ça marcherait sur cette réforme-là? Alors, nous espérons que l'ensemble du peuple mobilisé fasse plier le gouvernement, et nous pensons qu'actuellement, il y a plusieurs facteurs de mobilisation, que ce soit du côté de la SNCF, nous venons d'en parler, mais aussi dans énormément de secteurs. Si vous regardez les étudiants, avec la réforme de l'université, l'entrée à l'université. Donc vous misez sur la convergence des luttes? Et nous pensons que cette convergence des luttes, elle est possible, et nous pensons qu'il faut à la fois soutenir les méthodes des grévistes, qui sont le moyen d'action des travailleurs pour s'opposer au gouvernement, mais qu'il faut aussi proposer une convergence possible, une construction d'une opposition populaire possible à travers un grand rassemblement qui aurait pourquoi pas lieu le week-end et qui permettrait justement à la fois aux étudiants, aux retraités, aux travailleurs, mais aussi à ceux qui ne peuvent pas se mettre en grève dans leur secteur ou dans leur entreprise, de dire leur opposition globale aux réformes, aux attaques sociales majeures que fait Macron depuis maintenant 1 an qu'il est au pouvoir. Merci beaucoup Sarah Legrain, merci Pascal Perry.